Bonjour. Dans cette capsule, on va faire le tour du chapitre 4. En fait, on va se concentrer sur les tauliers qui font partie du chapitre 4. Il y a d'autres éléments dans ce chapitre-là qu'on ne survolera pas dans le cadre spécial de notre cours, qui a été un peu abrégé. Donc, pour réussir et comprendre ce chapitre-là, vous allez avoir besoin des 6 pages des notes de cours remplies, donc comme vous voyez à l'écran présentement. Et également, vous allez avoir besoin de la feuille de formule que j'ai mise sur Léa. Donc, feuille de formule du secondaire. Donc, des fois, c'est loin. C'est pour ça que j'en ai mis quelques-unes. Tout ce qui a rapport avec la géométrie, les relations dans un triangle, triangle rectangle, relations entre des triangles semblables, l'aire des figures, le volume des figures et les aires latérales de certains solides. Donc, vous allez pouvoir le consulter pour avoir une inspiration pour résoudre les problèmes que je vais vous proposer dans votre travail numéro 3 qui va sortir bientôt. Donc, si on commence avec les notes de cours ici, première petite notion dont on va avoir besoin pour résoudre les problèmes de taulier, c'est la notion de dérivation en chaîne. Vous allez voir, c'est assez simple. J'ai fait un exemple, j'ai peur de vous mêler avec cet exemple-là, je vais quand même y aller vraiment à la base, la base ici qu'on va utiliser tout au long des notes de cours. Donc, si on regarde c'est quoi la notion, c'est que dans l'optique où j'essaie de dériver dy dx, donc dériver de la variable y par rapport à la variable indépendante x, je pourrais m'y prendre en faisant appel à une variable alternative. Donc, une troisième variable pourrait venir s'insérer dans ce calcul-là plutôt que d'avoir juste y et x pour dériver. Donc, ce que je veux dire, c'est que si je veux faire la dérivée de y par rapport à x, ça pourrait être le résultat de la dérivée de y par rapport à u multiplié par la dérivée de u par rapport à x. Et là, vous allez voir, les variables vont changer. Ce ne sera pas toujours y et x, ce ne sera pas u non plus constamment. Mais l'idée, là, c'est de voir le pattern ici. Donc, le y de départ, qui est notre variable isolée, qui est notre variable dépendante, va se retrouver au numérateur de la première fraction. Et la variable indépendante, qui est le x ici, va se retrouver au dénominateur de la deuxième fonction. En fait, la deuxième dérivée ici. Et la variable alternative qui va nous servir va se retrouver au dénominateur de la première fraction et au numérateur de la deuxième. Donc, on va toujours utiliser cette espèce de sandwich-là ou ces rapports-là dans les numéros qui vont avoir rapport au taulier. Vous allez voir, ça va avoir plus de sens dans quelques instants. Si on n'a pas de contexte, là, on peut regarder l'exemple ici. C'est possible d'avoir dy dx. Si je parle des deux fonctions qui sont les suivantes, j'ai y par rapport à une variable u, puis u, ça vaut d'autres choses, donc par rapport à x. C'est comme une chaîne, justement. C'est comme une poupée russe. On pourrait emboîter le u dans la première fonction et on obtiendrait la dérivée. Toutefois, ce serait possible d'obtenir dy dx, et c'est vers ça qu'on va s'enligner, en faisant la dérivée de y par rapport à u multipliée par la dérivée de u par rapport à x. Donc, c'est ce qui est expliqué brièvement ici. Je ne vais pas m'éterniser sur les calculs. C'est vraiment le concept que je vais exploiter pendant les 4 exemples qui vont vous servir à comprendre un peu mieux les tauliers. Un autre théorème qu'on va utiliser au cours des résolutions de problèmes, c'est le théorème qui dit que si j'ai la dérivée de y par rapport à x, bien, c'est le contraire ou l'opposé, pas l'opposé, pardon, l'inverse de la dérivée de x par rapport à y. Donc, dy dx, c'est l'inverse de dx dy. Donc, si par exemple, la dérivée de y par rapport à x, ça donne x au carré, bien, la dérivée de x par rapport à y, ça va être 1 sur x au carré. Donc, ça va donner l'inverse. On va utiliser ce concept-là là, en temps et lieu. Je l'ai juste écrit ici pour pas que ça sorte de nulle part quand je vais l'expliquer. On se lance dans les tauliers. Vous allez avoir des étapes à respecter là, quand vous allez avoir des numéros à faire à ce sujet-là. Donc, les tauliers permettent de faire intervenir plusieurs variables à la fois, pas juste 2. Dans le cadre du cours, ici, on va se limiter à 3 variables en même temps et dans tous les cas que je vais vous proposer, il y a toujours le temps.
va venir s'insérer là-dedans. Donc, on va parler de taux de variation dans le temps, de rythme de déplacement et ainsi de suite. Donc, on va prendre vraiment toujours le temps comme une de nos 3 variables. Et on va avoir 2 autres variables par le temps qui vont venir interagir là-dedans. Si on voulait avoir plus que 3 variables, ce qui n'est pas notre cas, ça serait très facile avec la méthode qu'on appelle la dérivée implicite, qui est expliquée dans le livre. Donc, si vous avez, dans le futur, vous avez besoin de résoudre un problème, parce que oui, c'est des petits problèmes quand même assez simples, mais des fois, c'est un casse-tête. Donc, si vous avez besoin de résoudre un problème de la vie courante ou un problème géométrique quelconque, vous pourriez vous en sortir avec la dérivée implicite. Donc, la méthode que je vais vous proposer fait intervenir les faits connus. Donc, on va faire un dessin, on va faire sortir les variables et faire sortir le taux connu et le taux recherché. Donc, vraiment décortiquer la question qui va être en français. Vous allez voir, il n'y aura pas beaucoup de mathématiques dans la question. C'est nous qui allons créer les mathématiques à la suite de la lecture en français de cette question-là. Donc, décortiquer le français en maths, ça va être ça notre travail dans les tauliers. Ça va être aussi ça le travail dans le chapitre 5, l'optimisation. Pardon. Je vais vous montrer ensuite comment construire l'équation de taulier à partir du recherché, donc à partir de la question. Ça va vraiment être des étapes, là, si vous les suivez, vous ne vous perdrez pas dans vos réflexions. Donc, construire l'équation de taulier à partir du taux recherché. Trouver la valeur du taux construit, ça va être ici là, qu'habituellement, on se casse un peu plus la tête. Et à la fin, on va faire une petite finalisation, remplacer, trouver la réponse et mettre une conclusion en une phrase de ce qui s'est passé. Donc, si on commence l'exemple 1, qui a été pris directement dans votre manuel à la page 224, je lis la question. Donc, la question serait simplement ce que vous voyez, les 3 lignes en haut. Le reste, c'est toute la démarche qui en découle. Donc, lorsqu'on lance un caillou dans l'eau, une vague circulaire se déploie à partir du point d'impact. On a tous vu ça à un moment donné. On lance un caillou et ça fait comme des petites ondulations autour. On suppose que le rayon extérieur de cette vague circulaire croît à raison de 12 cm par seconde. On veut déterminer le taux de variation de la circonférence du cercle extérieur. Donc, il va y avoir une question, il y a déjà des taux connus, il y a des variables qui sont apparues dans ces simples 3 lignes-là. Première des choses que je vais vous demander, ça va être de trouver les variables. Dans ce cas-ci, bon, je n'aurais pas vraiment besoin d'un dessin, mais il y a des situations où est-ce que je vais le demander. Le dessin serait vraiment utile. Donc, dans ce cas-ci, je cherche seulement les variables et en tout temps, vous allez avoir le temps. C'est du mal, mais en tout temps, vous allez avoir la variable t minuscule qui représente le temps. Reste à préciser, ça va être dans quelle unité de mesure. Ça peut être des secondes, des minutes, des heures, des jours. Donc, vous allez avoir le temps. Ensuite, les autres variables sont quand même simples à trouver. Je regarde d'abord, il va toujours avoir un taux, comme ça ici. Donc, je vais regarder c'est quoi la variable. Qu'est-ce qui varie dans ce taux-là? Il y a les secondes, mais il y a des centimètres aussi. Il y a des centimètres, on parle de quoi si on lit un petit peu avant? C'est du rayon. Le rayon croît à raison de 12 cm par seconde. Donc, R, ça va être une de mes variables, c'est un des facteurs dans le problème qui va varier. Donc, R, c'est le rayon, il est en centimètres. Un autre élément qui varie, c'est dans la question finale. Il y a la circonférence de votre cercle qui va varier elle aussi. Donc, la circonférence, le tour du cercle, va agrandir. Donc, lui, il va varier, la longueur va changer. Donc, c'est une de nos variables. Je l'ai appelée C, très original. Donc, C, c'est la circonférence en centimètres. Ensuite, taux connu. Prochaine étape, donc je n'avais pas de dessin, je dois trouver le taux connu. Il est assez clair dans la question, c'est celui qui a des unités de mesure qui indiquent une variation. C'est un taux, ce 12 cm par seconde, c'est un taux de variation. Un taux de variation, c'est un synonyme de dérivée. Dérivée, c'est une façon de l'écrire ici. Donc, on voit dr sur dt égale 12 cm/seconde. Comment ça se fait que j'ai mis dr dt? Bien, c'est les unités de mesure du haut sur les unités de mesure du bas. Les centimètres ici, c'est quoi? C'est la variation du rayon, donc dr, par rapport à quoi?
par rapport au temps. Donc, c'est vraiment important l'ordre dans lequel vous allez mettre votre numérateur dénominateur ici. Ça indique que je dérive le rayon par rapport au temps. Petit indice, le temps ne sera jamais en haut. Donc, toujours l'autre variable qui va être en haut. Ensuite, je regarde dans la question toujours et je vais avoir ce qu'on appelle la question justement ou le taux recherché. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est on veut déterminer le taux de variation de la circonférence du cercle extérieur. Et là, on dit taux de variation de la circonférence, il faut déduire que ça en est par rapport au temps. Donc, le taux que je recherche, c'est la variation de la circonférence par rapport au temps en secondes. Ça, je ne l'ai pas directement. Dans ce cas-ci, on pourrait se débrouiller. Il est quand même assez facile ce numéro-là. Il y aurait plusieurs façons d'y arriver sans utiliser la dérivée. Mais dans d'autres cas, ce ne sera pas aussi simple. Donc, c'est pour ça que je vous montre les étapes, là, vraiment comme je voudrais les voir, comme je vais vous montrer pour n'importe quel numéro qui va être plus compliqué. Donc, le taux recherché, dérivé de la circonférence par rapport au temps. Et là, je vais me construire un calcul. Toujours de la même façon, dans tous les numéros, vous allez voir un calcul qui est construit, un taux que j'ai appelé construit. Lui aussi est assez machinalement fait. Comment je construis ça? Bien, je mets ma question en premier. C'est quoi que je cherche? Tout seul de son côté de l'égalité. Ensuite, je vais construire le taux. Donc, comment je fais pour le construire? Je vais vous amener à regarder directement l'étape ici. Donc, première des choses, la dérivée de la circonférence par rapport au temps. Je passe à ma variable intermédiaire dont je vous parlais il y a quelques minutes, qui est le rayon. Donc, je veux C par rapport à T, mais je sais que je connais C par rapport au rayon. Donc, circonférence par rapport au rayon, il y a un lien. Et le rayon par rapport au temps, je l'ai dans la question. C'est un taux connu. dr dt, je sais que c'est 12. Donc, c'est pour ça que je vais construire mon taux de cette manière-là pour décortiquer en la multiplication de deux dérivés. Fait que dc, dt, je mets le dc en haut à gauche, le dt en bas à droite, puis le dr dans les deux espaces qui restent, donc au dénominateur du premier et au numérateur du deuxième. Ensuite, le dc-dr, taux de variation de la circonférence par rapport au rayon, bien, ça, on peut le trouver en regardant c'est quoi le lien entre la circonférence et le rayon. Donc, si je regarde c'est quoi le lien entre la circonférence et le rayon, bien, c'est que la circonférence vaut 2 pi r. 2 fois pi fois le rayon, ça donne la circonférence. Et donc, c'est facile si je dérive C par rapport à R. La dérivée, si c'est R ma variable ici, qui d'habitude on prend X, mais si c'est R ma variable, c'est comme un X tout seul. Donc, on met juste le coefficient comme résultat de la dérivée parce que c'est 2 fois pi fois la dérivée de R, qui est 1. Donc, la réponse de dc sur dr, donc dérivée de c par rapport à r, c'est 2pi. Au final, je vais aller mettre ma question, les deux réponses que j'ai. Je sais que dc/dr, c'est 2pi. Je sais que dr/dt, à cause du taux connu ici, c'est 12. Donc, 12 fois 2pi, ça fait 24pi. 24pi, c'est environ 75,40. Et c'est quoi les unités de mesure? Bien, c'est des centimètres par seconde. C'est ça. Donc, la circonférence, c'est en centimètres. Ce n'est pas une surface, c'est vraiment le tour du cercle. Donc, circonférence, c'est centimètres par seconde. Et la conclusion, on dit à quel moment, parce que éventuellement, il va y avoir un moment, mais là, on n'avait pas de moment précis, c'est toujours constant. Donc, en tout temps, la circonférence du cercle varie de 24 pi centimètres par seconde quand le rayon varie de 12 cm par seconde. Exemple 2. L'exemple 2, la différence qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir un petit niveau de difficulté supplémentaire. Il y a comme une variable qui n'est pas vraiment une. Regardez bien, on va faire le tour. Donc, on remplit une piscine cylindrique de 7,32 mètres de diamètre à l'aide d'un tuyau dont le débit est de 12 mètres cubes à l'heure, donc par heure. Déterminons à quel rythme augmente la hauteur H de l'eau dans la piscine. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est si je mets un tuyau dans la piscine, je veux savoir c'est quoi le rythme d'augmentation de la hauteur de l'eau de la piscine.
Encore une fois, on pourrait s'en sortir sans les dérivés. C'est un numéro qui est quand même relativement simple. Donc, je vais vous montrer la méthode complète pour y arriver. Donc, mes variables, il y a toujours le temps. Dans ce cas-ci, on me suggère que c'est en heures. Donc, le temps est toujours là. J'ai le volume qui apparaît ici à cause du mètre cube, qui est le débit. En fait, la variation du volume par rapport au temps, c'est le mot particulier débit. Donc, le volume, c'est ça qui varie. Le débit, lui, est constant. Mettez-moi pas votre débit ici. Là. Le débit est constant, c'est le volume qui change. Le volume d'eau va augmenter. Et la hauteur aussi va augmenter ici. Et là, le piège, c'est de ne pas faire varier le rayon. Le rayon, ce n'est pas une variable, c'est fixe. Si votre piscine change de rayon, vous avez un petit problème de piscine. Donc, votre piscine ne doit pas changer de rayon. C'est la hauteur de l'eau qui est dedans qui va changer, non pas le rayon du cercle sur le dessus de la piscine. Donc, c'est ça la petite différence avec tantôt. Je cherche dans ma question le taux connu. Donc, qu'est-ce que je connais? Je le vois ici à cause de la variation mètre cube à l'heure. 12 mètres cubes à l'heure, c'est la variation du volume par rapport au temps, c'est le débit. Donc, dV dt, c'est 12 mètres cubes à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que je recherche? Bien, je vais en voir dans ma question. Déterminons à quel rythme augmente la hauteur de l'eau dans la piscine. Un rythme, là, c'est par rapport au temps. Donc, dH dt, c'est ça que je cherche. Dérivé de la hauteur par rapport au temps. Je construis mon taux. Donc, dH dt, je mets le dH en haut à gauche, le dt en bas à droite et le dv dans les deux espaces qui manquent dans ma multiplication de mes deux dérivés. dv dt, je le connais déjà, je vais le remplacer tantôt. dH dv, je ne le connais pas. Je n'ai rien dans ma question qui me dit c'est quoi la variation de la hauteur par rapport au volume. Par contre, je suis capable de le trouver avec ma feuille de formule ou avec mes connaissances générales en mathématiques ou en géométrie. Je suis capable de trouver un lien entre le volume et la hauteur d'une forme géométrique. Donc, ici, un solide, c'est un cylindre. Donc, le volume d'un cylindre, si vous n'en rappelez pas, vous pouvez aller fouiller dans votre feuille ici. Donc, le volume d'un cylindre, on voit que c'est pi r carré fois h. Donc, je vais aller écrire la formule ici. Le rayon, ce n'est pas vraiment une variable parce qu'on le sait déjà c'est quoi, c'est la moitié du diamètre de 7,32, donc 3,66. Et ça fait en sorte que ma formule devient un petit peu plus simple. J'ai le coefficient pi fois 3,66 au carré, puis la variable, c'est h. Donc, c'est quand même une formule qui est simple. Je n'aurai pas une grosse dérivée qui va découler de ça. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Ce n'est pas la formule volume par rapport à la hauteur, c'est la dérivée ici. Donc, j'ai besoin d'un taux de variation, j'ai besoin de dérivée. Donc, si je veux la dérivée de h par rapport à v, là, en ce moment, là, je serais tellement habituée de faire des dérivés que j'aurais tout dérivé v par rapport à h. Puis ça se fait très bien. Peu importe que je le fasse d'un sens ou de l'autre, il faut juste être conscient de ce qu'on fait. Si je laisse v isolé de son côté et h qui patauge parmi tout le reste, là, donc il y a plusieurs h ou avec des coefficients ou autres symboles mathématiques, ben c'est v qui va être comme votre y, qui va être en haut, le h qui est votre x. Donc, il y en a une des deux qui est isolée, dans ce moment, c'est v. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je dérive la fonction que je vois en haut ici, dv par rapport à h. Ça me donne pi fois 3,66 au carré, ça c'est un coefficient. Et la dérivée de h, c'est 1. La dérivée, c'est comme un x, là, donc dérivée de x, c'est 1, dérivée de h, c'est 1. Je multiplie ces trois trucs, donc pi fois 3,66 au carré fois 1, et ça donne 42,08 environ. L'arrondi à 2 décimales, c'est la précision que je vous demande. Mais là, dans la question, ce n'est pas dV/dH qu'on voulait, c'est dH/dV. Et c'est là qu'intervient la petite notion que je vous avais montrée tantôt, l'équivalence ici, dont on ne fait pas la preuve, mais vous pouvez la prendre pour acquis. Elle est à la page 133 de votre manuel si vous voulez être sûr. Donc, la dérivée que je veux, moi, je l'ai calculée à l'envers. Donc, si je veux la revoir de l'autre sens, il faut juste que je me dise, je vais prendre 1 divisé par ma réponse et je vais avoir ce que je voulais. Donc, dH sur dV, la variation de la hauteur par rapport au volume,
c'est l'inverse de la variation de volume par rapport à la hauteur. Donc, 1 sur 42,08, calcule ça à la calculatrice, ça fait 0,02. On met ce résultat dans la formule encadrée du début. Donc, dH/dt, c'est ma réponse finale, donc je ne sais pas encore. Ça vaut dV, pas dV, excusez-moi, dH/dV, ici, on vient de calculer, fois dV/dt qui était au début, là, ici, fois 12. Donc, 0,02 fois 12, ça donne 0,24. C'est quoi les unités de mesure? C'est des mètres par heure. Vous pouvez jongler avec les unités de mesure de vos deux chiffres ou vous pouvez juste aller voir directement c'est quoi ma hauteur est en mètres et c'est quoi mon temps est en heure. Parfait. Donc, hauteur ici en mètres, le temps en bas ici, le temps il est en heure. Et je fais une belle phrase. Donc, en tout temps, le remplissage, en tout temps pendant le remplissage, pardon, la hauteur de l'eau varie de 0,24 mètres par heure. Il me reste deux exemples de niveau un petit affaire plus élevé. En fait, de niveau où est-ce qu'il y a une difficulté qui embarque, c'est qu'il va y avoir une précision à la fin de la question. Je vous lis la question de l'exemple 3. Une échelle de 10 mètres est appuyée sur le mur d'un édifice. Supposons que l'on pousse le pied de l'échelle vers le mur à une vitesse de 1,5 mètres par seconde. Donc là, on s'imagine que ça glisse là, constamment. Il n'y aura pas d'accrochage dans le mur de briques. Là, on s'imagine qu'il y a des roulettes, peu importe. Je pousse le bas de l'échelle ici, donc on s'imagine que ça va monter un petit peu. Donc, on pousse tout ça. Déterminons à quelle vitesse déterminons la vitesse à laquelle se déplace le haut de l'échelle le long du mur lorsque le pied de l'échelle est à 3 mètres du mur. Et c'est ce morceau-là qui n'était pas là dans les deux exemples précédents. C'est un chiffre supplémentaire. Et là, je vous montre comment le traiter et comment ne pas tomber dans le piège. Donc, cet exemple inclut un niveau de difficulté supplémentaire parce que le taux de variation qu'on va construire et décortiquer va contenir encore une variable. Il va falloir faire une étape de plus. Néanmoins, les étapes de départ sont les mêmes. Donc, j'ai un dessin. J'ai mon échelle, j'ai mis des variables, j'ai mis des mesures connues. Je sais que c'est à mesure 10 mètres. Donc, j'ai nommé mes variables que je vais redécrire ici dans la section fait connu. Donc, j'ai mon temps, toujours là, en secondes. X, c'est la distance entre le pied de l'échelle et le mur. Et Y, c'est la distance entre le sommet de l'échelle et le sol. On le voit sur le dessin. Qu'est-ce que je connais? Mais je cherche encore mon taux de variation de 1,5 mètres seconde. Ça, c'est la variation ici du pied de l'échelle vers le mur. Donc, c'est le X ici. Donc, c'est dx dt. Et là, je suis allée mettre un moins en avant parce que si je pousse le bas de l'échelle vers le mur, la distance en X va diminuer. Ça n'a pas rapport avec le sens du pied de l'échelle. En fait, ce n'est pas parce qu'on s'en va vers la droite ou vers la gauche, c'est vraiment parce que le pied de l'échelle et le mur vont avoir une distance qui diminue. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un moins ici. Donc, la variation de la distance en X par rapport au temps, c'est de moins 1,5 mètres par seconde. Fait que ça, c'est un niveau de difficulté encore un petit peu plus parce qu'il fallait décortiquer et comprendre la question. Qu'est-ce que je recherche par la suite? Bien, déterminons la vitesse à laquelle se déplace le haut de l'échelle le long du mur. OK? Donc, ici, je veux savoir c'est quoi la vitesse d'augmentation de cette distance-là. dy sur dt. dy sur dt, c'est le personnage principal de ce que je recherche, donc c'est lui qui est à gauche tout seul, égal, je mets le dy en haut à gauche et le dt en bas à droite et le dx entre les deux. Le dx dt, on le connaît déjà, je vais le garder pour tantôt. Là où le travail est un petit peu moins machinal, c'est décortiquer le taux du milieu. Donc là, en ce moment, c'est dy dx. Je dois trouver la dérivée de y par rapport à x. Puis avant de trouver une dérivée, mais ça me prendrait bien une fonction. Donc, il faut que je trouve le lien ou la relation ou la fonction qui relie le x et le y ensemble. Fait que là, il faut que je regarde mon dessin. Je me dise, bon, qu'est-ce que j'ai devant les yeux? J'ai apparemment un triangle.
Et si l'ingénieur a bien fait sa job, c'est un triangle rectangle. Donc, on a quelque chose de droit ici. En tout cas, on suppose que c'est un angle droit. Et j'ai une longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle qui est 10. L'échelle, elle ne changera pas de taille. Donc, c'est une échelle constante, là, donc on n'aura pas de variable ici sur l'hypoténuse. Donc, je peux faire le lien entre x et y en les mettant toutes les deux dans la même équation. Je sais que x au carré plus y au carré va donner 10 au carré. On va essayer de dériver y par rapport à x avec cette équation-là. Mais pour faire ça, ça va me prendre une variable qui est isolée. Vu que je cherche dy dx, je vais isoler y. Donc, je fais 10 au carré, ça fait 100. X au carré, je le mets à droite, donc je soustrais des deux côtés. Ça fait 100 moins x au carré. Puis pour enlever le au carré ici, ça me donne plus ou moins racine de l'expression ici. Puis vu qu'on est dans un contexte où on n'aura pas de négatif, on va garder juste racine de tout. Donc, on ne prend pas la partie négative. J'ai l'équation. J'ai la variable y explicitement exprimée par rapport à x. Donc, je peux dériver. Donc, dériver de y par rapport à x, je dérive la racine qui est ici, donc l'exposant une demi en avant. Je réécris tel quel ce qu'il y avait dans ma racine, exposant moins une demi fois la dérivée de l'intérieur qui est moins 2x. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 2. Ici, je l'ai simplifié. Ça ne sera même pas demandé. Ce n'est pas plus grave que ça si vous ne simplifiez pas parce que vous allez tout de suite mettre une variable à l'intérieur, une valeur à la place de la variable. Donc, ça, c'est l'expression simplifiée. Après la dérivation, vous voyez que je n'ai pas un chiffre comme tantôt. Tantôt, quand je dérivais, j'avais un chiffre direct. Là, je n'ai pas de chiffre, j'ai encore une expression qui varie. Et c'est là qu'entre en ligne de compte la précision de la fin. À quel moment? C'est quand que vous voulez avoir la dérivée? Donc, parce qu'en ce moment, l'échelle, la variation n'est pas constante. C'est juste ça que ça me dit. La variation ici, ce n'est pas un chiffre constant, ça va constamment changer, peu importe par rapport à si on est au début ou à la fin de l'opération. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Il ne faut pas remplacer non plus le 3 trop vite. C'est toujours après la dérivée. Si vous le faites avant, vous allez dériver une constante, ça va vous donner 0 et vous allez être bien mal pris. Vous allez perdre beaucoup de points. Fait que le moment où il est à la fin de la question, on le garde pour après la dérivée. Donc, il est écrit lorsque le pied de l'échelle est à 3 mètres du mur. Pied de l'échelle à 3 mètres du mur, ça c'est x égale 3. Donc, c'est pour ça que je remplace tous mes x dans ma dérivée par 3. Donc, je vais écrire moins 3 sur 100 moins 3 au carré, exposant une demi, qui était l'équation simplifiée ici. Et ça me donne moins 0,31. Ça ici, ça veut juste dire dy dx au moment où x égale 3. Et je finalise ma question. Donc, le gros de la question, c'est trouver la relation, isoler ma variable, dériver ma variable par rapport à l'autre, remplacer la valeur du moment dans la question, dans la dérivée. Et là, c'est plus machinal ici. dy dt, qui était ma question de départ. La réponse à ça, je l'ai maintenant, c'est moins 0,31. Et ça, je l'avais dès le départ, c'était moins 1,5. Donc, si je fais moins 0,31 fois moins 1,5, ça me donne 0,47 mètres par seconde. Y est en mètres, T est en seconde. Et là, la conclusion, il y a un petit mot-clé qui apparaît. Au moment où le pied de l'échelle est à 3 mètres du mur, le sommet de l'échelle varie à 0,47 mètres par seconde. Vous avez une conclusion complète, il faut dire à quel moment, parce que le 0,47 mètres seconde, ce ne sera pas vrai si on change le x ici. Vous pouvez le tester si vous voulez, mais cette valeur-là n'est pas constante. Ça dépend, on est où dans le temps ou dans la procédure. Dernier exemple pour les notes de cours. Vous avez encore une planche, ou en fait, là, c'était une échelle tantôt, mais là, c'est maintenant une planche de 5 mètres de longueur qui est appuyée sur un mur. Le pied de la planche glisse sur le sol glacé et s'éloigne du mur à raison de 0,5 mètres par seconde.
Et là, la question, là, ça se ressemble beaucoup, on dirait, depuis tantôt. C'était une échelle qu'on poussait. Là, elle fait juste glisser au lieu d'être poussée. Mais ce n'est pas une si grosse différence. La grosse différence, c'est ici. À quel rythme l'angle déterminé par la planche et le sol change-t-il lorsque le pied de la planche est situé à 1 mètre du mur? Lorsque le pied de la planche est situé à 1 mètre du mur, on garde ça pour la fin, on l'oublie pour l'instant. On peut se faire un dessin. J'ai mis l'angle θ ici comme variable parce que les angles, bon, c'est une variable populaire. Si vous ne l'aimez pas, vous mettez d'autres choses. Ici, j'ai choisi X pour la distance horizontale entre le pied de la planche et le mur. Donc, X, distance entre le pied, oups, pas de l'échelle, c'est de la planche et le mur. Le temps, c'est en secondes, je l'ai précisé. Puis, l'angle ici, c'est en rad, toujours en radian. Donc, l'angle entre le sol et la planche. Le taux connu, je fouille sans trop me concentrer ici. Donc, 0,5 mètres seconde. Qu'est-ce que c'est ce 0,5 mètres seconde-là? C'est le pied qui s'éloigne. Donc, c'est la variation du X. Variation du X par rapport au temps. Donc là, je regarde, est-ce que c'est positif ou négatif? Bien, c'est positif parce que vu que la planche s'éloigne du mur, le X va devenir de plus en plus grand. Fait que le 0,5 mètres seconde reste positif. Le taux recherché, donc je lis ma question et j'arrête avant le mot lorsque. Donc, à quel rythme l'angle déterminé par la planche et le sol change-t-il? Le rythme auquel l'angle change par rapport au temps. Donc, un rythme, c'est toujours par rapport au temps et la variable dont on cherche le rythme, c'est l'angle ici. Donc là, je fais ma construction comme d'habitude, ce que je recherchais. Je mets dθ en haut à gauche, dt en bas à droite, puis l'autre variable que j'ai déterminée en sandwich entre les deux. Je dois me casser la tête avec le taux du milieu qui est lui qui me manque pour finir ma question. Donc, dx, dt, je l'ai déjà. Dθ, dx, je ne l'ai pas nulle part, mais je suis capable de le construire. Donc, on doit décortiquer le dθ, dx. Et là, je dois chercher le lien et mettre dans la même équation la variable θ et la variable x. Je me retrouve dans un triangle rectangle, donc je peux aller voir mes relations ici, tout ce que j'ai disponible pour mon triangle rectangle, j'en ai des tonnes. Donc là, je peux aller vérifier dans mes lois de trigonométrie du triangle rectangle. Je sais que le θ ici, ceci et lui sont rattachés ensemble par l'équation cosinus. Pourquoi j'ai choisi cosinus? Ben, c'est parce que je m'aide, je ne me rajoute pas une variable inutilement. J'ai déjà une constante, je l'utilise. Donc, il faut absolument que j'aie l'hypoténuse dans mon équation, sinon je vais me compliquer le problème fois 1000. Je veux juste deux variables. Donc, qu'est-ce qui relie un angle dans un triangle rectangle et son côté adjacent? Bien, c'est le cosinus. Le cos de θ égale au côté adjacent sur l'hypoténuse. Il y en a pour qui c'est loin, d'autres peut-être que c'est ancré. Il faut juste refouiller un petit peu dans les formules. Les formules que vous allez avoir besoin sont toutes sur la feuille de formule. Il n'y en aura pas qui vont déborder de ça. Donc, si je veux dθ dx, ça serait bien d'isoler θ. Donc, comment je fais pour isoler θ? Bien, j'enlève le cos. Comment je fais pour enlever un cos? Bien, si je fais l'opération inverse d'un cos, qui est le arc cos. Donc, on a appris à le dériver, mais on n'avait pas fait une révision sur c'était quoi un arc cosinus. C'est l'opération inverse d'un cosinus. Donc, arc cosinus de cos de θ, ça va juste enlever le cos pour laisser seulement θ. Mais si je fais une opération à gauche, il faut bien que je le fasse à droite aussi, sinon je vais me débalancer tout ça. Donc, la conclusion de tout ce que je viens de dire, c'est que le θ, je fais arc cosinus de x sur 5 pour l'isoler. Donc, maintenant que j'ai θ isolé, x pris au travers, donc il est au travers de quelques opérations mathématiques, mais il est tout seul de son côté, je peux faire mon dθ dx. Donc, je dérive dθ dx et à droite, je trouve la manière de dériver un arc cosinus. Si vous allez voir dans votre feuille jaune,
La dérivée de arcosinus, c'est moins 1 sur racine de 1 sur u carré du dx. Donc, ce que je vais faire, moins 1 sur racine de 1 moins u au carré. Dérivée de x sur 5, ben, c'est 1/5. Là. X sur 5, c'est vraiment un coefficient 1/5 fois x. Là. Donc, la dérivée de x sur 5, c'est 1/5. Je n'ai pas besoin de simplifier à outrance là, cette expression-là. Je n'ai pas d'exigence par rapport à la simplification. Juste à l'utiliser en lisant la dernière phrase de votre question. C'est encore variable ici, fait que ce serait bien de savoir c'est à quel moment. Donc, à l'aide de la dernière phrase, à quel rythme l'angle déterminé par la planche et le sol change-t-il lorsque le pied de la planche est situé à 1 mètre du mur? Donc, lorsque le pied est à 1 mètre du mur, c'est quand la distance entre le mur et le pied est de 1. Donc, le x est de 1. Donc, je vais aller remplacer le x qui est partout là-dedans, qui est à une seule place. Je le remplace par 1 et je fais le calcul. Donc, ce calcul-là, ça me donne environ moins 0,20. On garde 2 décimales bien arrondies. Je remplace finalement dans l'encadré toutes les valeurs que je viens de trouver. En fait, j'en ai trouvé une un peu plus laborieusement que l'autre. Dθ, dt, c'est le début. C'est égal à quoi? C'est égal à ce que je viens de trouver, moins 0,20, fois ce qui était dans la question, 0,5. 0,5 ici. Je fais la multiplication, ça me fait 0,10. Moins 0,10. Donc, la variation de θ par rapport à t, c'est de moins 0,10. L'angle de mesure l'unité de mesure de l'angle, c'est des rad. L'unité de mesure de notre temps, c'était des secondes. Donc là, ici, la conclusion au moment où le pied de la planche est à 1 mètre du mur. Excusez-moi, je fais un petit copier-coller. L'angle entre le sol et la planche diminue de 0,10 rad par seconde. Donc, on sait, si la planche glisse, l'angle va devenir de plus en plus petit jusqu'à atteindre 0. Donc là, la conclusion que vous voyez ici, c'est la bonne conclusion à mettre avec le au moment où, puis de mettre même le petit mot diminue, c'est encore mieux que de mettre un moins dans une vulgarisation. Donc, vous avez 4 exemples avec des démarches, des détails, des étapes précises que je veux voir. L'ennui, c'est que vous allez devoir vous creuser un peu la tête pour trouver votre propre réponse à votre question. Vous pouvez faire appel à n'importe quelle notion de géométrie qui est là-dedans. Je ne fais pas exprès de prendre les plus difficiles, mais il y en a quand même quelques-unes que vous devez savoir, comme les aires, les volumes, les triangles, etc. Il faut savoir ça. Donc, ça va être la partie là, du milieu qui va être un petit peu plus difficile, qui va demander un peu plus de réflexion et d'innovation pour la réussir. Donc, si vous avez des questions, je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez venir aux périodes de disponibilité qui sont pendant les cours habituels. Donc, si vous voyez que je ne suis pas là ou peu importe, vous pouvez m'envoyer un vidéo puis je vais apparaître assez rapidement. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Puis, lâchez pas, ça achève.